Le Tour de France dans la tourmente, les coureurs de l'équipe Festina avouent s'être dopés. Ils ont été remis en liberté. Des produits dopants également saisis chez les TVM. Le peloton sous le choc, une grève des coureurs en colère a retardé le départ de l'étape remportée au sprint au Cap d'Agde par le Belge Tom Stills. La canicule s'abat sur le midi de la France, parfois près de 40 degrés sur la Côte d'Azur. Des précautions à prendre, notamment pour les personnes âgées et les bébés. Et puis voyage en Kabylie, dans le village de la famille de Zinedine Zidane, le héros de l'équipe de France, championne du monde. Madame, Monsieur, bonsoir. Jamais le Tour de France n'avait connu une telle crise. Révélations, rebondissements, grands déballages se sont succédés tout au long de la journée. Le dopage est maintenant avéré et avoué par les coureurs de l'équipe Festina. La pression, on le devine, est énorme sur le peloton, au bord de la crise de nerfs. Le départ de l'étape a été différé de près de 2 heures après un appel à la grève en forme de révolte des coureurs. On nous traite comme du bétail, a lancé Laurent Jalabert, à l'adresse pêle-mêle des organisateurs, des différents responsables et des médias. Finalement, le peloton est parti et c'est le Belge Tom Stills qui l'a emporté à l'arraché au Cap d'Agde. Alexandre Cara, Nathalie Gallet. Tarascon-sur-Ariège, voilà une ville que le Tour n'est pas prêt d'oublier. Au départ de cette 12e étape, des vélos à terre, des coureurs assis. Ce n'est pas une chute, mais une grève du jamais vu sur le Tour de France. C'est le ras-le-bol des coureurs. On nous traite un peu comme du bétail, il y en a marre, c'est tout. Hein. Bon. Il y a eu l'affaire Festina, maintenant les coureurs sont traînés dans la boue. À la limite, si ça n'intéresse personne qu'on fasse le Tour, on rentre chez nous et puis vous continuez tout seul. Impossible de partir, la course est paralysée. Jean-Marie Leblanc, le patron du Tour, s'entretient alors avec Laurent Jalabert, le meneur improvisé de la révolte du peloton. À ce moment, on peut craindre le pire. De toute façon, je pense qu'on partira pas, non, on partira pas. Ouais, je crois qu'on nous a jamais concerté pour prendre quelques décisions que ce soit. Je trouve ça illogique. Hein. Dans le peloton, on discute, les coureurs sont en colère contre l'UCI, contre les médias qu'ils accusent de ne parler que de dopage. Il y a des décisions qui sont prises, on n'est pas concerté. Alors la moindre des choses, c'est de concerter les grands leaders du peloton et de trouver une solution à toutes ces choses-là. Et il n'y a pas de problème, ça doit se régler. Et finalement, au bout de la discussion, un règlement temporaire intervient. Jean-Marie Leblanc a menacé de prendre des sanctions. 2 heures de retard pour une triste étape, on roule vite. Les frères Jalabert s'échappent en signe de bravade. Et c'est au sprint que Tom Stills l'emporte. Mais ce soir sur le Tour, personne ne parle de victoire. À vrai dire, sur le Tour, beaucoup de coureurs refusent de nous parler. Non, je peux rien dire pour le moment. Et quand ils s'expriment, ils ont des regrets dans la voix. C'est dommage que les coureurs n'aient pas été solidaires avec lui. Parce que bon, ça a été le porte-parole des coureurs. Et puis, il y a les 3/4 des coureurs qui n'ont pas voulu le suivre, c'est dommage. Au terme de l'étape, Jean-Marie Leblanc, au cours d'une conférence de presse, a bien résumé l'état d'esprit général sur le Tour. Les coureurs étaient ce matin, meurtris, peut-être nous aussi, que le Tour soit transformé depuis 10 jours, peut-être plus, en un vaste fait divers. Pour l'heure, rien n'est réglé. Les coureurs devraient se réunir ce soir pour décider de la suite à donner à un Tour qui ne sera plus jamais comme avant. À l'origine de la grève des coureurs de ce matin, leur colère, notamment à cause du traitement des médias en général et de France 2 en particulier. C'est ce que vient de dire le directeur du Tour, Jean-Marie Leblanc. Les coureurs ont été excédés, je crois, il faut le dire, par un reportage qui a été diffusé hier soir dans le journal d'une grande chaîne de télévision nationale. Et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'était un reportage qu'ils ont qualifié, et ne sont pas les seuls, de poubelle, au sens propre et au sens figuré, qui était tendancieux, à leurs yeux malhonnête. Et c'est la raison pour laquelle, choqués qu'ils étaient ce matin, ils ont voulu se manifester. Je vous le dis tout de suite, j'ai partagé l'irritation des coureurs à la vue du reportage que j'évoquais à l'instant, mais que si nous devions annuler cette étape, le Tour 98 ne s'en remettrait pas et les autres des années futures auraient du mal à s'en remettre.
Jean-Marie Leblanc vient de le dire, le principal sujet incriminé était de notre confrère Olivier Galzi. Il évoquait ce que l'on trouvait dans les poubelles d'une équipe italienne. Ça mérite quelques explications, Michel Fine. Alors, il faut d'abord vous dire que depuis quelques jours, nous avions des informations convergentes qui nous permettaient de penser que dans les hôtels, lorsqu'elles quittaient les hôtels, les équipes laissaient à l'intérieur des poubelles des sacs dont le contenu pouvait être intéressant. Alors c'est ce qu'a fait notre journaliste, le reporter sur place, Olivier Galzi. Il s'est rendu sur place et il y a 3 jours, dans un hôtel à Montauban, il a ouvert la poubelle, il a regardé, il a trouvé un sac avec à l'intérieur une véritable pharmacie et des produits très intéressants. Il a découvert des médicaments interdits comme le Célestène Chronodose, qui est un corticoïde, un médicament anti-inflammatoire qui permet aux coureurs de mieux supporter la douleur. Il a découvert également des produits qui sont des produits qui permettent d'accompagner le PO, comme des perfusions de glucose. Tout cela, il faut savoir que nous l'avons vérifié, nous avons pris 2 jours pour le vérifier auprès de plusieurs médecins. Nous l'avons aussi vérifié auprès d'anciens coureurs et notre journaliste a ensuite interviewé le médecin de l'équipe qui était en cause, qui avait laissé sa poubelle dans l'hôtel, qui est une équipe italienne. Alors aujourd'hui, il y a polémique. Est-ce que c'était parce que notre reportage pouvait gêner? Peut-être. Nous pensons en tout cas, nous, que notre journaliste a fait son travail, rien que son travail. Il a fait quelque chose qui se fait de moins en moins de nos jours, un véritable travail d'investigation. Michel Fine, merci. Les 9 coureurs et les 2 responsables de l'équipe Festina, en garde à vue depuis 24 heures à Lyon, ont tous été remis en liberté, les derniers en début d'après-midi. Les cas de dopage des coureurs ont été avérés par des prélèvements de cheveux et tous, selon nos informations, ont fini par avouer. Parmi eux, Richard Virenque, le champion du monde Laurent Brochard ou le Suisse Alex Zülle. À Lyon, Virginie Fichet. Jusqu'au bout, une poignée d'inconditionnels a voulu soutenir ses héros. Ils ne savent pas encore qu'à l'intérieur, Richard Virenque a avoué. On arrête le Tour de France, on libère les gens. Alors d'autres qui payent pour d'autres, hein. C'est pas normal. Peu avant 13 h, le vœu de ce supporter est en partie exaucé. Suite à leurs aveux, les derniers coureurs, toujours maintenus en garde à vue, sont remis en liberté. La nuit dernière, après 10 heures de garde à vue, Laurent Brochard, Christophe Moreau et Armin Meyer avaient tout avoué en bloc avant d'être libérés. Peu après, Alex Zülle craquait à son tour. Le coureur suisse semble aujourd'hui très choqué. Moralement, Alex est détruit. Il a dit à Armin qu'il ne voulait plus continuer le cyclisme professionnel et que pour lui c'était terminé. Je crois qu'aujourd'hui les coureurs unanimement considèrent que pour eux la décision de venir était la bonne. Ça leur a permis de vider leur sac, ça leur a permis de crever l'abcès et ça leur a permis chacun au fond de dire leur vérité. Leur vérité, les 9 coureurs l'ont donnée. Tous, sans exception, ont admis les principaux faits reprochés à leur équipe. Le dopage existait bien de manière organisée chez Festina, la fameuse caisse noire aussi. Seule aujourd'hui, la défense de Richard Virenque veut encore sauver les apparences et entretenir le doute. Je prends date, d'après ce qu'il m'a indiqué, il n'a pas reconnu, passé d'aveu, parce que pour lui, il n'est pas quelqu'un qui s'est dopé. De toute façon, ce soir, la vague Festina se transforme en véritable raz-de-marée. De ces 24 heures d'audition, les enquêteurs ont retiré la certitude que Richard Virenque et ses coéquipiers n'étaient pas les seuls à avoir recours au dopage. Selon nos informations, les policiers disposent aujourd'hui d'éléments suffisants pour inquiéter d'autres équipes parmi les plus en vue sur la route du Tour de France. Parmi les 9 coureurs de Festina qui ont reconnu le dopage, le Suisse Armin Meyer qui a pris de l'EPO. Je me sens comme une victime, déclare-t-il ce soir. Je vous propose de l'écouter. Armin, depuis combien de temps prenez-vous de l'EPO? Depuis 2 ans. Ils m'ont montré divers documents, les agendas, les déclarations des 3 de Lille, les cheveux. Quand j'ai su qu'ils avaient prélevé des cheveux, du sang, de l'urine aussi, quand j'ai su qu'ils faisaient des analyses, j'ai compris. Je me sens comme une victime, je me sens victime d'un système. C'est assez difficile d'expliquer. C'est un peu comme si vous roulez en convoi sur l'autoroute. C'est limité à 80 et tout le monde commence à accélérer. 90, 100, 120. Et puis il y a un radar. Et vous êtes le seul à vous faire prendre. Et les autres continuent à 120 à l'heure. Comment est-ce que vous étiez traité? Très mal. Après que j'ai fait mes déclarations, ils m'ont descendu dans la prison en dessous. J'ai dû me déshabiller complètement. Ils m'ont fouillé tout le corps.
Et puis ils m'ont envoyé dans la cellule. Il n'y avait qu'une planche pour dormir, et puis je suis resté là. Je ne savais pas pour combien de temps. À Lille, la confrontation très attendue entre les trois responsables de l'équipe Festina ne semble pas avoir apporté de grandes révélations. Le directeur sportif Bruno Roussel et le soigneur Willy Voet ont confirmé leurs aveux. Le médecin Eric Ricard a assuré qu'il ne participait pas directement au dopage. Les trois hommes ont été remis en liberté. Pascal Doucet-Bon, Caroline Marie. Il n'a pas envie de parler. Pas pour l'instant. Willy Voet a appris 1 heure plus tôt sa mise en liberté sous contrôle judiciaire. Il n'a qu'une hâte, aller retrouver son épouse qui l'attend tout près, dans un endroit tenu secret. Le masseur a dit ce qu'il avait à dire. Vous êtes soulagé ? Oui. Mais ses défenseurs veulent maintenant lui éviter l'image publique du délateur. Il n'a pas dit le centième de ce qu'il sait. Sachez que depuis 30 années, alors ça je m'excuse, mais pardonnez ma véhémence, depuis 30 années qu'il exerce ce métier, Willy Voet, qui est unanimement respecté dans ce métier, continuera de l'être à mon avis. Willy Voet tient des carnets et ils établissent alors au millimètre près, à la seconde près, les agissements, les trafics, les enrichissements générés par le dopage depuis 30 ans dans le milieu du cyclisme. Et croyez-moi, de tout cela, M. Willy Voet n'a pas dit un mot. Voilà qui ne manquera pas de faire jaser le peloton. Ce matin, à la confrontation, 2 thèses s'affrontaient. Celle de Bruno Roussel, le directeur sportif, et de Willy Voet, décrit une organisation générale du dopage chez Festina, à laquelle chacun prêtait la main. Face à eux, le docteur Eric Ricard s'en tient à sa version personnelle. Je savais tout, mais je ne participais pas. On sait maintenant quelles sont les positions à la fois d'un côté de Willy Voet et de Bruno Roussel, de l'autre de Ricard. Mais bon, je peux en dire guère plus aujourd'hui, compte tenu du secret d'instruction. Ça signifie que Ricard est toujours arc-bouté sur sa position? Il semblerait qu'il n'ait pas beaucoup modifié sa position. Si Willy Voet retrouve la liberté, Bruno Roussel et Eric Ricard, en revanche, restent en détention provisoire. Le juge d'instruction pourrait entendre les coureurs dans les semaines à venir. Les affaires de dopage semblent avoir des prolongements chez les cyclistes amateurs en Poitou-Charentes. 130 flacons d'EPO ont été dérobés au centre hospitalier universitaire de Poitiers en novembre 97 et juin 98, et cela pour alimenter des marchés parallèles. François Privat, Philippe Ritten. Désormais, au CHU de Poitiers, les flacons d'Eprex sont enfermés sous clé dans l'un des réfrigérateurs de la pharmacie centrale de l'établissement. L'Eprex, un médicament qui contient de l'EPO. Ici, entre novembre 97 et juin dernier, d'importantes quantités ont été volées. Qu'est-ce qu'on vous a volé exactement, professeur? Alors, on nous a volé ceci, des flacons comme ceci. Les Frex, 10 000 unités. Combien à peu près? 130 flacons. Avant le premier vol, l'Eprex, un médicament utilisé pour le traitement de maladies rénales et de certains cancers, était stocké sans précaution particulière. Selon la police, c'est l'un des préparateurs du laboratoire qui aurait subtilisé des flacons à plusieurs reprises pour ensuite écouler ce produit dopant dans les milieux du cyclisme. Aussitôt l'affaire connue, les responsables de l'hôpital ont renforcé leur surveillance sur les stocks de la pharmacie et finalement suspendu le préparateur soupçonné. Dans les mois qui ont suivi, il y a encore eu des disparitions malgré une surveillance très précise de ces produits qui a débouché sur une disparition importante en juin, avec un nouveau dépôt de plainte en juin. Et c'est à ce moment-là que l'enquête qui a été diligentée par les services de police a permis de déterminer celui qui avait dérobé les produits. Les policiers de Poitiers ont transmis à leurs collègues de Lille les numéros des lots d'Eprex volés au CHU. Actuellement, ils sont comparés avec ceux des flacons trouvés dans la voiture du soigneur de l'équipe Festina, dont l'un des coureurs est originaire du Poitou. Une autre équipe du Tour de France est ce soir dans le collimateur, celle de TVM, dont le directeur sportif et le médecin sont toujours en garde à vue. Un mandat d'amener vient d'être délivré pour qu'il soit conduit devant un juge et mis en examen. Des produits dopants et des produits masquants ont été découverts et saisis lors d'une perquisition dans l'hôtel des TVM. Olivier Caroff, Olivier Galzi. Les coureurs de TVM connaîtront-ils le même sort que ceux de l'équipe Festina ? Sur le plan sportif, les organisateurs du Tour de France ne veulent pas se prononcer pour l'instant sur l'exclusion éventuelle de cette équipe néerlandaise. J'ai pas eu le temps d'écouter la radio, j'ai pas eu le temps de consulter les dépêches de l'AFP ce soir sur l'affaire TVM, mais au moment où je vous parle, je ne dispose par conséquent d'aucun élément nouveau d'aucun élément complémentaire par rapport au communiqué que nous avons diffusé
diffusé ce matin et que nous avons déposé à la salle de presse, qui nous permettrait de prendre, aucun élément nouveau qui nous permettrait de prendre une décision d'exclusion. Mais sur le plan judiciaire, des éléments nouveaux, il y en a. La perquisition de l'hôtel des TVM menée hier matin a, selon le parquet de Reims, porté ses fruits. Les enquêteurs ont trouvé sur place des produits dopants et des produits masquants. Placés en garde à vue, le directeur sportif et le médecin de l'équipe ont dû s'expliquer sur ces trouvailles, tout comme ils avaient dû le faire auparavant sur la centaine de doses d'EPO saisies en mars dernier dans une voiture de l'équipe. Il y a quelques minutes, les deux hommes ont quitté l'hôtel de police de Pamiers. Ils devraient être conduits à Foix pour être présentés à un magistrat. 2 autres personnes pourraient être déférées dans les heures qui viennent. Cette crise du Tour suscite bien sûr toutes les interrogations, toutes les supputations. Le Tour 98 est-il menacé? Comment réagissent les spectateurs et le milieu du cyclisme? Nathalie Moisan et Emmanuel Beck étaient parmi eux sur la ligne d'arrivée aujourd'hui. Le Tour est bel et bien lancé par celui qui s'était fait le porte-parole de la révolte ce matin, Laurent Jalabert. Précieuse radio qui annonce enfin le départ de la course. Sur les routes ariégeoises, ceux qui attendent le Tour depuis des heures espère que d'un mal sortira un bien. Il faudrait vraiment que le sport soit un petit peu plus propre dans tous ces domaines-là et qu'on revienne un petit peu plus à la réalité des choses, notamment au point de vue de la santé des sportifs et des gens. Le Tour est gâché, mais la faute à qui? Sûrement pas aux coureurs. Je pense que les coureurs ont raison de faire grève. Tout ça, c'est le problème de l'encadrement qui fournit les drogues et pas des coureurs. Il y a un peu trop de mousse qui a été faite sur beaucoup d'affaires. Et si on n'avait pas les médias pour gonfler certains problèmes, c'est qu'on n'en serait pas là. Et les plus pessimistes de prédire déjà la fin du Tour. C'est triste, c'est une fête populaire. C'est comme le mondial, c'est quelque chose qui est international, qu'on voit dans le monde entier. Que vont penser les pays étrangers quand ils vont voir ça? Hein? Je comprends la colère des coureurs. Hein. C'est désolant. Sur la ligne d'arrivée, les coureurs ne sont pas bavards, ils ne sont pas les seuls. Je vous dis, c'est le problème des coureurs, c'est pas le mien. Ok? C'est à eux qu'il faut le demander. Voilà. Bon, je comprends la déception des coureurs. Ils ont le sentiment d'être abandonnés véritablement par la presse. Enfin, je pense qu'ils le perçoivent comme ça. Les coureurs ont choisi aujourd'hui de médiatiser leur malaise. Rien d'étonnant si leur désarroi s'est étendu ce soir à tous ceux qui les entourent. Il faut arrêter ce tour, écrit ce soir dans un éditorial notre confrère Le Monde qui parle d'un Tour de France discrédité. Nous avons posé la question à Marie-Georges Buffet, ministre de la Jeunesse et des Sports. C'est vrai que ce Tour 98 apparaît comme très gravement malade. On ne peut pas le regarder comme on le regardait peut-être les années précédentes. Et moi qui suis quand même une fidèle de cet événement sportif, je dois dire que c'est avec beaucoup de peine que je vois ce Tour marqué par ces affaires. Ceci dit, faut-il tuer le Tour? Le Tour, il est malade de quoi? Il est malade du dopage. Donc si on veut soigner le Tour, et si on veut que le Tour se termine, et si on veut que le Tour l'année prochaine reprenne tout son sens, ben, il faut lutter contre le dopage. Il faut que chacun ait le courage, chacun dans ses responsabilités, de se dire ça suffit. Stop. Stop. Il faut que le Tour redevienne un événement sportif, tout simplement. Il faut que le Tour continue. Ou alors ça voudrait dire qu'on considère pas a priori que toute personne participant à ce Tour est coupable. Bon, on va voir les faits, comment ils vont évoluer. Moi je crois que le Tour doit continuer et puis il faut aussi que la lutte contre le dopage dans le Tour continue. Il faut surtout pas qu'on tourne la page. Moi je refuse la caricature de tous dopés, c'est pas vrai. Les chiffres le montrent. Mais que personne, aucun sportif de haut niveau ne soit contraint, je dirais, à devenir quelqu'un qui soit obligé d'avaler des produits pour tenir les performances. Voilà, c'est une question de liberté et de dignité quand même aussi.
Voilà ce que nous pouvions vous dire pour l'instant sur ce Tour de France. Nous y reviendrons à la fin de cette édition. Autre sujet, le naufrage de Perros-Guirec. Les recherches pour retrouver le plaisancier disparu alors qu'il portait secours aux scouts en difficulté ont été abandonnées. Le drame a donc fait 5 victimes. Le directeur du camp, l'abbé Cottard, vient d'être présenté au juge d'instruction qui devrait le mettre en examen. On lui reproche une accumulation de négligences graves. Olivier Soux, Rémi Poissonnier. Après une journée entière de garde à vue, l'abbé Jean-Yves Cottard a été déféré peu avant 20 h au parquet de Guingamp. Il devrait être mis en examen pour homicide involontaire avec manquement délibéré à l'obligation de prudence et de sécurité. Un chef d'inculpation particulièrement grave, car le camp de l'abbé Cottard avait déjà été inspecté par les services de la jeunesse et des sports, qui lui avaient justement reproché les lacunes de l'encadrement. L'intéressé a reconnu, je dirais, qu'il connaissait parfaitement cette législation et que c'est en conscience qu'il ne l'a pas appliquée. Il y a là, de mon point de vue, donc un manquement délibéré qui est une circonstance particulièrement aggravante. Tôt ce matin, les gendarmes avaient investi la colonie scout afin d'en interpeller les responsables. Défaut d'encadrement, incompétences multiples, retard dans le déclenchement de l'alerte. L'enquête préliminaire du parquet s'est en effet révélée accablante pour l'abbé Cottard. Mais pour son avocat, la discipline de fer qui régnait dans ce camp d'obédience intégriste était juste un choix pédagogique. La pédagogie scout est une pédagogie tout à fait particulière. Il n'est pas question de faire fi aux règles. Les règles sont respectées. Ce qu'il y a, c'est une pédagogie qui est tout à fait particulière et c'est l'encadrement d'un équipage, des enfants entre eux. Et c'est très important sous la surveillance d'adultes. Cette pédagogie, elle veut quoi? Elle veut que les enfants se débrouillent tout seuls? Non, que les enfants pas se débrouillent tout seuls, mais que les enfants aient une certaine autonomie pour forger leur volonté, développer leur intelligence. Au même moment, une messe selon le rite de Saint-Pie V était dite dans la chapelle ardente, dressée au gymnase de Perros-Guirec. Dans l'assistance, outre la famille et les proches des victimes, de nombreux jeunes issus des mouvements scouts intégristes. On garde un uniforme, on garde notre religion. C'est tout. Les scouts de France d'aujourd'hui n'ont plus d'uniforme. À l'origine, c'est quand même quelque chose de catholique. Ce soir, les recherches ont été définitivement abandonnées. Le drame aura donc fait 3 morts et 2 disparus. Ce drame vient nous rappeler qu'il existe une réglementation très stricte, surtout quand il s'agit d'enfants, pour toutes les écoles de voile. Des explications dans une école du bassin d'Arcachon avec Éric Perrin et Philippe Dumail. Comme toujours, les cours commencent bien avant d'aller sur l'eau. Instructions, recommandations, les moniteurs insistent toujours sur les consignes de sécurité. Vous essayez de ne pas vous rentrer dedans, on se retrouve à la bouée rouge, vous attendez que j'ai démarré mon moteur pour partir, et ensuite on y va. Port du gilet de sauvetage obligatoire en dessous de 16 ans, nombre d'encadrants par élève clairement défini en fonction de l'âge. Un arrêté ministériel fixe les règles minimum. Mais dans les écoles dépendantes de la Fédération française de voile, on a encore durci ce règlement. La sécurité fait partie intégrante de la formation des moniteurs. On a un module spécifique sur la sécurité, donc qui comprend l'alerte, par exemple, au cas où il y a un incident. On revient tous à la plage, on téléphone aux pompiers, on doit savoir les numéros par cœur, tout ça. On nous apprend à agir vite pour minimiser l'incident ou l'accident éventuel qu'il pourrait y avoir. Pinasse d'ostréiculteurs, vacanciers, plaisanciers, le bassin d'Arcachon connaît en été des pointes de trafic. On a donc défini clairement un espace nautique dédié à la voile légère. L'intérêt de l'espace nautique, c'est qu'on peut très rapidement, en cas de problème important, mobiliser tous les moyens sur un espace réduit et donc d'augmenter l'efficacité. Et les moniteurs ne peuvent sortir de cet espace sans l'autorisation du chef de base. Lui seul décide d'une éventuelle sortie au large en mettant en place des moyens plus importants, bateaux suiveurs, fusées de secours et radio HF. Tous les enseignants savent que la rigueur est le prix à payer pour avoir le plaisir. La passion de la mer peut s'apprendre dès le plus jeune âge, l'humilité face à cet univers également. Coup de chaleur sur la Côte d'Azur et la Provence, Météo France avait prévenu et les Méditerranéens n'ont pas été déçus. Le mercure en folie a approché les 40 degrés. Les services sanitaires sont en alerte, des précautions doivent être prises, notamment pour les bébés et les personnes âgées. Sous la canicule, Yasmina Farber et Didier Beaumont. La baie des Anges est écrasée par la chaleur. L'indice UV est élevé. Pour les peaux sensibles, le coup de soleil arrive après 18 minutes d'exposition. Insolation, malaise, les secours sont vigilants, mais pas encore débordés. On a été assez chanceux, nous n'avons pas à déplorer
de gros incidents et de gros malaises parce que nous sommes en fin de période de mois de juillet, donc les gens sont plus ou moins acclimatés. Buvez, c'est bien frais. Il fait très chaud, il faut boire. Voilà. Dans cette maison de retraite, la canicule est un ennemi. La plupart des personnes âgées ne sentent pas la chaleur, elles n'aiment pas boire et se déshydratent très vite. 8 à 10 fois par jour, les aides-soignantes proposent des boissons variées. En cas de refus, il faut parfois utiliser quelques astuces. Il nous arrive quelquefois de faire le pitre et de leur dire que c'est un anniversaire et ils trinquent avec nous, quoi, tout simplement. Mais le but, c'est de les faire boire. Vous fermez les yeux, vous rafraîchissez un petit peu. Ouh, que ça fait du bien. Ça vous fait du bien? Oui. Allez, un peu de parfum. Autre rafraîchissement, l'hydratation extérieure, bien acceptée par les pensionnaires. Et puis la chaleur terrible, moi je crains la chaleur. À la crèche, les petits essayent de s'asperger, les puéricultrices sont plus d'expérience. D'instinct, les enfants restent à l'ombre, mais eux aussi sont les premières victimes de déshydratation. Un nourrisson qui est somnolent en période de canicule, il faut le faire montrer rapidement au médecin parce que ça veut dire que son cerveau il est mal hydraté, donc il peut tomber dans le coma et il faut faire très attention. Sur le littoral, la température est montée à 34 degrés sous abri. Une chaleur encore plus élevée à l'intérieur des terres et qui va s'installer dans la semaine à venir. Des déchets nucléaires dans un incinérateur d'ordures ménagères, c'est la découverte pour le moins surprenante qui a été faite à Villejuste dans l'Essonne. Villejuste qui s'était déjà rendu célèbre par ses émissions de dioxine. José Blanc-Lapierre, Jacques Grégor. Voici la preuve de l'inconcevable. La découverte par hasard dans les cendres d'un incinérateur d'ordures ménagères de traces radioactives. Alors qu'elles n'ont rien à y faire. Nous sommes ici environ à 300 shots, 300-400 shots secondes selon les différents points du sac. Autrement dit, dans les déchets calcinés, les doses de radioactivité ne sont pas élevées. Mais l'anomalie est inquiétante. Il est urgent de trouver l'origine de cette contamination. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons d'abord trier tous ces éléments et puis ensuite donc les conditionner dans un récipient spécifique pour faire des analyses et notamment pour mesurer leur radioactivité. Dans le laboratoire du CEA, les chercheurs mènent l'enquête depuis 10 jours. D'après les premiers résultats, il s'agirait d'un produit de la recherche nucléaire. C'est pas dangereux du tout. Quand vous allez dans le Massif central, vous avez aussi des rayonnements aussi forts. L'élément radioactif ne peut provenir que d'un laboratoire, nous dit-on encore. Mais reste à savoir lequel. Nous avons regardé avec soin à l'intérieur du CEA et ce que nous avons fait nous amène à la conviction que cela ne vient pas du CEA. Inquiets, les responsables de l'incinérateur ont demandé un contrôle de la santé de ceux qui ont été en contact avec le mâche-fer contaminé. Ce résultat d'analyse a démontré que les 3 agents les plus exposés étaient indemnes de toute contamination. Le CEA, mais aussi la faculté d'Orsay, le CNRS et Polytechnique font incinérer leurs déchets ici, des déchets uniquement ménagers. Mais hier, il a été décidé d'installer à l'entrée un portique de détection radioactive, une première en France. La politique avec Lionel Jospin en visite chez Tony Blair dans la circonscription du Premier ministre britannique dans le nord de l'Angleterre. Les deux hommes ont voulu dissiper toute rumeur de désaccord et afficher clairement l'entente cordiale qui les unit. Alban Mikosi. Décidément, il est beaucoup question de sport ces jours-ci dans l'actualité, même et quelquefois surtout en politique. Tony Blair et Lionel Jospin ont voulu démontrer aujourd'hui qu'ils jouaient dans la même équipe, une équipe de gauche, et qu'ils étaient prêts à s'afficher ensemble sur des photos, surtout lorsqu'elles rappellent de récents événements heureux. Pour rester dans la métaphore sportive, on pourrait dire que les deux meneurs de jeu se veulent complémentaires, même si leur style est différent. Il y a les partis différents, les pays différents, mais dans les buts, les objectifs, on a beaucoup en commun. En particulier avec l'exclusion sociale, par exemple. Je crois que nous sommes en train de trouver chacun notre propre synthèse et nous marchons de concert et je crois que nous nous rapprochons. Et comme il y a en plus entre nous une amitié personnelle, je crois que cela facilite le dialogue entre la France et la Grande-Bretagne. Ce rapprochement franco-anglais se sera manifesté de deux façons. Sur le fond, dans cette circonscription pauvre, Tony Blair a insisté sur la coloration plus sociale qu'il donne depuis quelques semaines à son action. Sur la forme ensuite, de visites d'église en aparté souriant, les deux hommes ont voulu afficher leur entente cordiale et dire ainsi qu'il n'y a pas entre eux de compétition.
Encore un bon chiffre pour le commerce extérieur français, en excédent de 14 milliards au mois de mai. Depuis le début de l'année, le solde positif atteint les 70 milliards. Une illustration avec le succès qui se précise pour le TGV à Taïwan. Une lettre de concession vient d'être signée pour la réalisation d'une ligne reliant le nord au sud de l'île. Le français Alstom est allié à l'allemand Siemens dans un contrat de 24 milliards pour ce que l'on présente déjà comme le plus gros chantier du début du XXIe siècle. Damien Thévenot, Jean-Louis Melin. Pour l'instant virtuel, ces images deviendront réalité à partir de 2003. Le nord et le sud de Taïwan seront alors reliés par une ligne à grande vitesse. Grâce au TGV, les 346 km seront engloutis en 1h30 au lieu de 5 actuellement. Le projet est gigantesque pour Taïwan, 100 milliards de francs d'investissement et 97 000 emplois créés chaque année. Ce n'est pas encore signé, mais Alstom et son partenaire allemand Siemens devraient être choisis pour fournir voitures et locomotives, une victoire européenne. Si on se met à la place des Taïwanais, je crois qu'il y a deux facteurs qui ont pesé. Le premier, une politique de grands travaux face à la crise générale en Asie, et Taïwan en a les moyens parce que Taïwan est moins endetté que ses voisins. Ensuite, ne pas être victime de ses voisinages économiques, ne pas acheter au Japon en particulier, montrer qu'on a les moyens d'acheter en Europe, montrer à l'Europe qu'on est un partenaire extrêmement important sur le plan économique. Un partenaire extrêmement important pour Alstom et Siemens, sans aucun doute. À la clé, 45 rames à livrer, cela représente un contrat de 24 milliards de francs et plusieurs millions d'heures de travail dans les usines Alstom de La Rochelle et du Creusot. Prudente, la direction du groupe préfère attendre la signature définitive prévue l'année prochaine pour crier victoire. Heureuse coïncidence, elle a en tout cas appris ce matin que son TGV était également en très bonne position pour équiper la future ligne à grande vitesse Sydney-Canberra en Australie. L'Italie face à une nouvelle vague d'immigration. 2700 clandestins ont été interpellés depuis le début du mois sur les côtes sud du pays. Ils sont originaires d'Afrique, du Kurdistan, mais aussi du Kosovo. Les autorités italiennes craignent de revivre la grande vague d'exode des Albanais il y a un peu plus d'un an. Une correspondance d'Alain de Chalvron. Sur des barques de fortune, ils tentent leur chance. Une nouvelle vague d'émigration clandestine frappe à la porte de l'Italie. Ils sont plus de 2700 depuis le début du mois. Ils viennent d'Afrique du Nord, du Kurdistan et, phénomène nouveau, du Kosovo via l'Albanie toute proche. Parfois, ils se jettent à l'eau, de façon à être, au nom du droit de la mer, repêchés par les gardes-côtes italiens. Qu'importe si c'est dangereux, 8 Africains se sont ainsi noyés la semaine dernière, mais pour eux, le salut passe par là. La plupart ignorent que la loi italienne a changé, qu'ils ne reçoivent plus de sauf-conduit. Désormais, ils sont placés dans des centres de rétention et expulsés au bout d'un mois maximum. De gré ou de force. Quant aux embarcations, elles sont irrémédiablement détruites. La plupart déclarent avoir perdu leurs papiers et ne pas savoir d'où ils viennent, ou encore d'avoir de la famille en Italie, seule façon de se faire régulariser, mais rien n'y fait. L'Italie est entrée dans Schengen et le laxisme, au moins officiellement, n'est plus de mise. Ce que l'on craint par-dessus tout au ministère de l'Intérieur, ici derrière moi, c'est que les événements du Kosovo ne provoquent une nouvelle vague d'émigration massive en provenance d'Albanie, comme l'Italie a pu en connaître l'an dernier. Alors ces nouvelles images de fermeté que l'on a pu voir ne sont pas destinées seulement à l'opinion publique italienne, mais aussi à être vues de l'autre côté de l'Adriatique, en Albanie. Un nouveau Premier ministre pour le Japon, Keizo Obushi, actuel ministre des Affaires étrangères, a été désigné par son parti majoritaire pour diriger le prochain gouvernement et résoudre la crise économique qui secoue le pays. Les marchés ne paraissent pas vraiment convaincus puisque le yen a fortement chuté. Retour en France avec un successeur pour Aimé Jacquet, c'est son adjoint Roger Lemaire qui devrait prendre lundi le relais comme sélectionneur national de l'équipe de France. Les deux autres candidats possibles, Jean Tigana et Guy Roux, n'ont pu se libérer de leur club. Christelle Bertrand. Au petit jeu des pronostics, Roger Lemaire a la plus grosse cote. 4 ans et demi au poste d'adjoint sélectionneur, c'est le successeur naturel d'Aimé Jacquet. Lemaire, l'homme de l'ombre, connaît bien les joueurs et il fait l'unanimité à la fédération. Une fédération qui tarde pourtant à prendre sa décision et qui a contacté d'autres candidats. Jean Tigana, actuel entraîneur de Monaco, est encore sous contrat. À 15 jours du début du championnat, le président du club monégasque Jean-Louis Campora n'a pas du tout l'intention de laisser partir Tigana. Guy Roux, autre prétendant, a déclaré forfait en expliquant dans un communiqué qu'il n'avait pas pu se libérer de ses obligations avec la JOCR.
À moins d'un revirement soudain, Roger Lemaire devrait donc être désigné officiellement lundi nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Lemaire, ancien footballeur professionnel, a commencé sa carrière d'entraîneur en 1975. Et lui aussi est champion du monde avec l'équipe de France militaire. Toujours derrière Aimé Jacquet, Roger Lemaire va se retrouver sur le devant de la scène pour un jour tenter d'égaler son modèle. Voilà, on reste avec l'équipe de France, championne du monde, mais avec un petit voyage en Kabylie, à l'est de l'Algérie, à Gemoun, où est né le père de Zinedine Zidane et où toute sa famille n'est pas peu fière du fils prodigue. Gérard Grisbeck et Jean-François Renoux ont fait le pèlerinage. Depuis toujours, on se passionne pour le même jeu, les dominos. Depuis toujours, le café est le lieu de rencontre pour les hommes, mais ici au Café Berbère, on affiche ses origines. Les Kabyles vivaient ici avant l'arrivée des Arabes, il y a 12 siècles. On est dans le village d'Agemoun, coincé entre les montagnes, à 500 mètres d'altitude. Un village devenu célèbre depuis quelques semaines. La maison des Zidane est bien modeste. C'est ici qu'est né le père de Zinedine avant d'émigrer en France dans les années 50 pour trouver un travail comme beaucoup de Kabyles. La tante du footballeur ne parle que de lui. Je l'ai connu tout petit. Son père est venu ici avec toute la famille pour la circoncision. Puis il a laissé tomber ses études pour jouer au ballon. Ses parents ne voulaient pas. Il leur a dit « c'est ça que je veux faire ». Pour lui, c'était son destin. Le père retourne chaque année au village, mais Zinedine n'est pas revenu depuis 12 ans. Il jouait alors dans l'équipe régionale et sa tante avait déjà peur pour le champion. Je me sauve, je me sauve. Je ne regarde pas. Je n'aime pas quand il tombe. Vous aimeriez gagner la Coupe du Monde comme lui? S'ils avaient la possibilité d'aller là-bas, ils deviendraient comme lui. Toute une région, la Kabylie, tout un pays, l'Algérie, aimerait bien que leur héros puisse revenir un jour ici. On imagine l'accueil qui lui serait réservé. Mais est-ce que Zinedine Zidane en a vraiment envie? A-t-il encore les yeux tournés vers l'Algérie? Ce n'est pas sûr et dans ce cas, eh bien, ce serait la rançon d'une intégration réussie. Le radeau de la Méduse, vous connaissez sans doute le célèbre tableau de Géricault, inspiré d'un tragique naufrage survenu en 1816. Le radeau de la Méduse est aujourd'hui un film qui a bien failli lui aussi faire naufrage, puisque son réalisateur l'a porté à bout de bras au milieu des déboires pendant plus de 13 ans. Pascal Deschamps, Pierre-Laurent Constant. Retour sur un fait divers tragique qui, un siècle avant le naufrage du Titanic, a lui aussi marqué toute une époque. Un événement qui a hanté pendant plus de 30 ans le réalisateur Iraj Azimi. Dans son petit appartement parisien qui lui sert de bureau, restent les souvenirs douloureux d'un tournage maudit. Son film a tout connu, du cyclone Hugo à la frilosité des distributeurs, jusqu'à ce jour de décembre 97 où il se coupe les veines devant le ministère de la Culture pour que son film sorte enfin en salle. Nous ne demandions pas de faveur ni de subvention, nous demandions seulement la justice envers un film français. Et cet acte, mon acte, c'était un appel à la justice. Mais vous êtes devenu fou! Revenez, monsieur! Grâce à un dernier coup de pouce, le film est donc aujourd'hui sur les écrans, aux spectateurs de juger cet hommage à un épisode occulté de notre histoire. En juin 1816, embarquent sur la Méduse des hommes que tout sépare, royalistes et bonapartistes. Après le naufrage, le commandant répartit arbitrairement les partisans du roi sur les canaux et les autres sur un radeau de fortune avant de couper les amarres. C'était une aventure extraordinaire. Ça venait juste après le Waterloo. Et il y avait la résonance de Waterloo, de la France de l'époque, déjà sur la frégate, des tumultes parmi les gens, des tumultes des idées, des tumultes d'action. C'est une chose très vibrante. Des 149 hommes condamnés à dériver, 14 seulement reviendront vivants. Le peintre Géricault s'inspirera de leurs récits pour immortaliser leurs souffrances en un hymne à l'égalité. Une œuvre dérangeante qu'il aura bien du mal à faire exposer, une œuvre forte qui faisait entrer le fait divers au musée. Pour la disposition des rescapés sur le radeau, au moment du sauvetage. Pouvez-vous m'aider? Le radeau de la Méduse abonde de ces émouvants moments de vérité. Et même si certains peuvent le trouver un peu long, il est l'œuvre sans concession d'un réalisateur entêté qui aura mis 13 ans à faire le film de ses rêves.
Rolling Stone, l'éternel retour. Moins de 15 jours après la finale du mondial, le Stade de France s'apprête à accueillir le plus célèbre groupe rock du monde pour un concert unique en France. Après 36 années de scène, Mick Jagger et les papis du rock ont toujours la pêche, comme l'ont constaté Louis Carzou et Bruno Livertou. Les clameurs des supporters champions du monde ont à peine eu le temps de s'éteindre que le Stade de France s'apprête à résonner au rythme des Rolling Stones. Et les quinquagénaires du rock, emmenés par Mick Jagger et Keith Richards, n'ont pas lésiné sur les moyens. Une sono de 252 000 watts, une scène de plus de 50 mètres de long, le tout emmené par 10 bus et 76 camions. Bref, en plus du clin d'œil au livre des records, cela rassure le responsable français du concert. Là, on avait beaucoup d'appréhension avant, surtout de par le fait que le lieu était quand même très pris par le mondial et qu'il n'a pas été testé avant au niveau d'un spectacle, puisqu'on a le premier spectacle en fait du Stade de France. Donc essuyer les plâtres, ça peut des fois avoir beaucoup d'inconvénients. Pour le moment, je touche du bois, mais on voit plutôt des avantages. Et voici donc la fameuse scène qui devrait accueillir demain soir les quelques 85 000 fans prévus, sans oublier bien sûr leur groupe de rock préféré. De la musique encore, de la musique un peu partout cet été dans les festivals, en France, mais aussi chez nos voisins comme à Nyon, en Suisse, où le Paléo Festival vient de fêter sa 23e édition et son 2 millionième spectateur. En haut de l'affiche, le chanteur Eagle Eye Cherry, Olivier Lenuzza, Frédéric Bazille. Un cocktail chaleureux de folk et de blues venu du Nord qui rafraîchit les milliers de visiteurs du Paléo Festival de Nyon. Une pop limpide servie on the rocks par un jeune homme de 22 ans élu dans son pays, la Suède, meilleur artiste de l'année. Ce qui est fou avec la musique, c'est qu'on ne peut pas la définir. Elle n'est pas palpable. Vous entendez de la musique, mais vous ne savez pas toujours d'où elle vient. Parfois la musique est magique, parfois elle peut faire peur, elle peut être agressive ou très cool. Un premier album est déjà un tube. Eagle Eye Cherry a passé toute sa jeunesse à New York entre l'école d'art dramatique et les clubs de jazz qu'il fréquentait en compagnie de son père, Don Cherry, célèbre trompettiste de jazz. La chose la plus importante que mon père m'a apprise, c'est de savoir qui je suis, de savoir quelle est la voie que je dois suivre. Mon père était professeur. Il disait à ses élèves d'être eux-mêmes, de ne pas imiter Miles Davis ou John Coltrane. J'ai suivi ma voie. Mon album reflète ma personnalité à 99,9%. Un papa jazzman, une demi-sœur Néné Cherry devenue l'égérie du rap. Eagle Eye, lui, a choisi une autre voie, celle d'une pop aux harmonies déliées, aux mélodies ciselées. Une musique qui nous invite à flâner le temps d'un été, le temps d'une tournée à travers l'Europe. Voilà, avant de nous quitter, retour sur le Tour de France avec tout de suite des images qui viennent de nous parvenir. Les 4 responsables de l'équipe TVM, vous allez les voir, sont arrivés au palais de justice de Foix. Ils seront déférés au parquet et présentés aux juges dans les jours qui viennent. Voilà, nous parvient également une interview de Laurent Brochard de l'équipe Festina. Laurent Brochard, le champion du monde en titre. Laurent Brochard qui a été libéré après avoir avoué qu'il s'était effectivement dopé. Nous l'écoutons.
Comme j'ai dit, on n'est pas coupable, victime d'un système. Bon, je crois que j'espère que ça va faire évoluer les choses et bon, je pense que ça évoluera certainement. On nous a sortis du tour, exclus du tour, c'est-à-dire nous empêcher de travailler déjà, sans raison valable. Puisque bon, à ce que je sache, je crois que je n'ai jamais été contrôlé positif de l'équipe non plus et on n'a jamais non plus été exclu, journalièrement au niveau de l'emploi. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. L'UCI est un règlement peut-être pas aux normes qu'il faut, donc c'est sûrement à eux de voir. Mais bon, à ce niveau-là, je crois qu'on n'a rien à se reprocher. Voilà, et on retrouve maintenant sur le tour au Cap d'Agde Florent Gautreau pour faire un dernier point sur la situation, sur l'ambiance dans le tour au terme d'une journée complètement folle. Florent ? Oui, c'était une journée incroyable, une journée qui restera dans les annales, parce que je peux vous dire qu'ici on a tout simplement cru que le Tour allait s'arrêter, au moins l'espace d'une journée, et il a fallu toute la persuasion des dirigeants du Tour pour convaincre les coureurs de se remettre en selle ce matin, quand on était à Tarascon. Pourquoi les coureurs sont partis? Parce qu'on peut se demander pourquoi ils ne sont pas allés au bout de leur action. D'abord pour le public, pour le respect du public, ce public qui les soutient depuis le début, et on l'avait vu notamment au moment de l'affaire Festina, et puis il faut souligner qu'il n'y avait pas une totale solidarité dans ce peloton, puisque certains, comme Jan Ullrich, voulaient partir ce matin et d'autres, au contraire, comme Jalabert et Luc Leblanc, voulaient s'arrêter. Et cette absence de solidarité était d'ailleurs regrettée par de nombreux coureurs. C'est un événement qui a ébranlé le Tour, qui a ébranlé la direction du Tour. Vous allez l'entendre dans les propos de Jean-Marie Leblanc, c'était à la conférence de presse tout à l'heure. J'ai fait valoir aussi que si l'étape était annulée, le Tour 98 ne s'en remettrait peut-être pas, ni les tours suivants non plus, et qu'il fallait peut-être dépasser le stade de la colère, bien légitime, bien compréhensible. Vous l'avez compris, c'était un choc pour tout le monde et ce ras-le-bol des coureurs, on le pressentait depuis quelques jours, un ras-le-bol généralisé et nous-mêmes nous le ressentons car les coureurs maintenant ne veulent plus nous répondre, la plupart des coureurs ne veulent pas nous répondre et sur le bord des routes, le public commence à prendre à partie, les journalistes commencent à nous prendre pour cible en quelque sorte parce que vous le savez, les coureurs ont dit depuis longtemps que la presse était à l'origine de tous leurs maux. Alors demain, les coureurs se réuniront, ils avaient prévu cette réunion ce soir mais finalement ils la feront demain matin et ils prendront position par rapport à l'Union cycliste internationale et aussi par rapport à la presse puisque la presse est selon eux responsable de beaucoup de leurs problèmes aujourd'hui. Mais vous l'avez compris, le cœur n'y est plus vraiment chez les coureurs comme chez les suiveurs. Merci Florent Gautreau, ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de Laurent Romeshko, je vous retrouve avec plaisir demain à 20h, bonne soirée. La lumière.